Bonsoir. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, le salon Iris Noir n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez. N'a pas pu avoir lieu physiquement. Alors, on s'est dit qu'on allait le lancer virtuellement et on est là ce soir en espérant vous faire plaisir. On est là sous forme d'hologramme, en fait. C'est ça. On est dans votre salon, certainement. Et voilà. Voilà, bienvenue. Donc, on espère que ce nouveau concept vous plaira. On vous suggère de nous suivre car il n'y aura pas que des lives, il y aura d'autres surprises. D'ailleurs, si vous avez des idées, des souhaits pour certains auteurs, je ne sais pas, je pense notamment à un cours de cuisine dispensé par Clarence Pitts ou à un cours de claquettes donné par Olivier Norek, vous pouvez nous envoyer vos suggestions et on verra ce qu'on peut faire. Et donc, ce soir, pour ce premier live, le tout premier live sur la page Iris Noir Bruxelles, ça nous a semblé logique de demander à notre marraine d'inaugurer les festivités. Donc, elle est déjà présente, elle est en coulisses, elle vous attend, elle vous accueillera d'ici quelques instants. Donc, n'hésitez pas, ça se passe comme lors d'un vrai salon, présentation de livres et puis questions à poser à l'auteur. Bon live à toutes et à tous et on se retrouve juste après ceci. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont connectés. Donc ça me fait super plaisir, surtout après notre rendez-vous manqué du salon Iris Noir qui n'a pas pu avoir lieu. Donc voilà, en fait je suis toute seule dans mon salon, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois qu'il y a voilà, que tout le monde dit bonsoir, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Bonsoir Nathalie, au sujet de n'importe quoi, de mes livres, de la façon dont je travaille, de mes projets. Voilà, tout ce que vous avez envie de savoir, comme si on était dans un vrai salon, que j'étais devant vous et on échangeait sur la littérature. Ah voilà, ça s'agite. Bonsoir à tous. Et donc Florbella me remercie. Merci à vous d'être là. Christelle me dit bonsoir, très bonne idée de faire ce live. Je trouve aussi, ça casse un peu la monotonie de ce deuxième confinement, en espérant que ce soit le dernier. Alors, attendez, parce que je regarde ici, je dis bonsoir à Estelle que j'ai rencontrée à Mulhouse. Et bonsoir Jennifer, Julie, Sandra, Nathalie, Cécile et Coralie. Je suis très très contente de vous retrouver ici. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, Iris Noir me demande, cela fait quoi d'être marraine d'un salon? Déjà c'est touchant qu'on pense à soi pour être marraine parce que ça implique plein de choses. Ça veut dire que déjà les organisateurs du salon vous apprécient, donc ça c'est déjà super agréable. Ensuite, c'est quand même une certaine responsabilité. C'est vrai que c'est l'occasion de mettre en avant le salon dont il est question. Alors ici c'était Iris Noir, c'est vrai que je suis particulièrement touchée parce que c'est un tout jeune salon et Marc-Olivier, Salvatore et Jean-Pierre le savent. C'est vrai qu'au début, c'est pas que j'y croyais pas, mais j'étais un peu inquiète parce qu'ils investissaient beaucoup de choses et que je savais que les salons polars en Belgique, à Bruxelles, c'est pas vraiment ce qui marche le mieux. Et puis la première édition a été tellement couronnée de succès que franchement, je me suis inclinée devant leur énergie et la façon dont ils ont géré ça de main de maître.
Donc du coup, c'est vrai, quand ils m'ont demandé d'être la marraine du 2e salon, de la 2e édition, franchement, pour moi, c'était un honneur et un plaisir. Alors, Gaël me demande, oh là là, ça va vite. Alors maintenant, vous êtes beaucoup. Des habitudes d'écriture. Vous connaissez la fin de vos romans quand vous en commencez l'écriture. Donc, c'est Gaël qui me demande ça. Non, en général, je connais pas la fin des romans, de mes romans quand je les commence. Et vraiment, je pars toujours d'une idée, d'une situation qui me semble assez intéressante et assez riche que pour être développée sur 300 ou 400 pages. Mais c'est vrai que je pars plutôt à l'aventure d'abord parce que j'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin de pouvoir fabriquer mon intrigue au fur et à mesure de la rédaction. Aussi parce que, en général, quand je commence un roman, je ne connais pas grand-chose déjà de mes personnages, je dois faire connaissance avec eux et que c'est vraiment au fur et à mesure de la rédaction, en faisant des choix de qui sont mes personnages, l'âge qu'ils ont, le métier qu'ils pratiquent, leur tempérament, leur façon de bouger, leur façon de marcher, leur rapport aux autres. Voilà, tout ça fait que ça me demande quand même beaucoup de temps pour faire connaissance avec mes personnages. Je les implique dans la situation que j'ai choisie et puis après, bien, je déroule mon histoire au fur et à mesure de mon imagination. Et c'est vrai que je me donne des contraintes souvent. Je pense que le meilleur moyen de surprendre le lecteur, c'est de se surprendre soi-même d'abord. Et donc, j'essaye de me surprendre à chaque chapitre. Bon, chaque chapitre, parfois, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, de manière récurrente, toutes les 10-15 pages, j'essaye de trouver quelque chose auquel le lecteur ne va pas s'attendre. Et voilà. Et donc, je déroule mon histoire comme ça. Alors, c'est vrai qu'en général, il me faut du temps pour développer mon intrigue. Et ce temps, c'est les quelques mois dont j'ai besoin pour écrire mon roman. Alors, Sandrine me demande, est-ce que le confinement permet de mieux travailler ou c'est tout le contraire? Personnellement, non. C'est pas... je vais pas dire que ça change pas grand-chose. Je dirais même que moi, je travaille moins bien en confinement parce que je me rends compte que j'ai besoin d'une énergie quotidienne. C'est-à-dire que écrire un roman, c'est pas juste être devant un ordinateur et écrire des phrases et des phrases et des phrases. C'est vivre, c'est éprouver des émotions. Et tout ça demande... Moi, j'écris 3-4 heures par jour, pas tellement plus. Et tout le restant de la journée, je fais beaucoup de choses. Je fais des interventions en classe, je vais dans les salons, je rencontre des gens, je m'occupe de mes enfants, je vais faire les courses. Enfin, voilà, je fais beaucoup de choses. Je vais voir une expo, je vais au cinéma, je vais au théâtre. Et tout ça nourrit mon écriture. Et c'est vrai que le fait d'avoir comme ça une longue journée, enfin une succession de longues journées où il ne se passe pas grand-chose, ça me met dans un état plutôt mou et c'est pas bon pour l'écriture en fait. L'écriture, ça s'accompagne d'énergie et de dynamisme qui ne sont pas présents pendant le confinement. Donc dans ce sens-là, non, c'est pas top. Bon, après j'ai du temps pour écrire, mais bon, voilà. Alors, vos livres sont-ils tous des one-shots ou alors une suite? Ce sont tous des one-shots, hormis Derrière la haine et Après la fin. Ce sont les 2 seuls livres qui se suivent. Et entre nous, puisque on est entre nous, voilà, je ne crois pas que je referai un jour une suite à un livre parce que c'est un exercice que je le pensais allait être très gai, très agréable. Et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Parce que je me suis rendu compte que pour écrire une suite, en fait, il fallait écrire plus ou moins la même chose, mais différemment. Et en fait, ça m'a vraiment, ça m'a enfermée dans un cadre auquel je ne m'attendais pas du tout, et donc qui a fait que c'était pas l'aventure la plus extraordinaire à laquelle je m'attendais. Donc voilà. Alors, par quel livre commencer vos romans?
me demande Steph. C'est plutôt au lecteur d'y répondre. Moi, c'est vrai que je conseille souvent Derrière la haine, parce que c'est une histoire dont je suis assez fière. C'est une histoire très très simple et c'est une histoire universelle. Et c'est un bouquin qui résume bien mon univers. Et puis bon, voilà, c'est un bouquin qui a très très bien marché, donc j'imagine que beaucoup de gens l'ont aimé, et du coup, j'ai plus de chances d'appâter à un nouveau lecteur en lui faisant lire celui-là. Et donc voilà, je dirais Derrière la haine. Je sais qu'il y a Je sais pas aussi qui a beaucoup plu. Et donc voilà, Derrière la haine ou Je sais pas, qui se trouve maintenant en Belgique, dans toutes les bonnes librairies. Et puis en France, n'oubliez pas qu'il y a toujours le click and collect. Et franchement, n'hésitez pas à commander vos livres chez votre libraire pour soutenir justement toutes ces librairies, tous ces libraires qui ont dû fermer à cause de la crise sanitaire. Alors, Florence me demande pourquoi écrivez-vous des polars? Pourquoi j'écris des polars? Parce que c'est le genre d'histoire que j'aime, que j'aime. Alors déjà que j'aime lire. Alors c'est pas tout à fait du polar, c'est plutôt du thriller psychologique. Moi, je suis très très mauvaise en enquête policière, c'est une catastrophe. D'ailleurs, chaque fois que je dois faire intervenir des policiers dans mes histoires, je suis complètement perdue, et j'en profite pour remercier Laurent Philippari, qui est auteur et capitaine de police, et qui à chaque fois répond avec beaucoup de patience à toutes les questions idiotes que je lui pose. Donc un grand merci Laurent, et qui est encore auprès de moi là pour le livre que je suis en train d'écrire pour le moment, et qui est très très réactif, alors que je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc un grand merci à Laurent. Et donc voilà, c'est vraiment c'est un univers qui me plaît, l'univers psychologique. Jouer avec les confrontations des personnages et les mettre dans des situations absolument impossibles, et je vais même dire plus, des personnages qui sont des kidam, ce fameux couple qu'on appelle Monsieur et Madame Tout le Monde, et auquel on peut s'identifier, et que je vais mettre dans des situations absolument cauchemardesques. Voilà, j'adore ça. Alors Sandra me demande où en est votre projet télé. Lui, il se porte assez bien. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que les tournages peuvent se faire, ne sont pas interrompus en Belgique. Alors, on n'en est pas encore au tournage définitif, mais là, le week-end prochain, on doit tourner le pilote. Donc, c'est une dizaine de minutes qui n'est pas du tout destinée au public, mais qui sera là pour être validé par la chaîne et puis aussi être vendu à l'international. Donc, il s'agit d'une série, c'est un thriller psychologique. C'est une mini-série de 6 fois 52 minutes. Et voilà, et donc je suis en train de terminer l'écriture de cette série avec ma co-scénariste qui s'appelle Sophia Perrier. Et on est en train de finaliser l'épisode 6. Pendant qu'un dialoguiste qui s'appelle Julien Graspayet est en train d'écrire les dialogues pour le moment de l'épisode 3. Donc voilà, ça se passe très très bien. On a aussi un réalisateur qui s'appelle Indra Sierra, et puis notre productrice bien aimée qui s'appelle Catherine Burniou, et puis après toute une équipe évidemment. Alors, Salvatore, parle-nous de ton dernier roman. J'ai entendu dire qu'il était top. Le dernier roman Et les vivants autour, celui qui est sorti. Sal, dis-moi si c'est bien de celui-là dont il s'agit. Oui, c'est celui-là. Waouh, vous êtes réactifs les copains, c'est super. Eh bien, donc voilà. Donc c'est un thriller psychologique qui met en scène une jeune femme qui s'appelle Jeanne, qui est plongée dans le coma depuis 4 ans. Et ça va pas vraiment mettre Jeanne en scène, puisque elle est dans un lit pendant tout le roman et elle est inconsciente. Et ça va surtout mettre en scène son entourage proche, sa famille, c'est-à-dire ses parents,
sa maman Micheline et son papa Gilbert, son mari qui s'appelle Jérôme, et sa sœur qui s'appelle Charlotte. Et au début du roman, le médecin qui s'occupe d'elle convoque la famille pour leur annoncer une nouvelle. Alors, tous sont persuadés qu'il va leur demander de débrancher les machines parce que ça fait quand même quelque temps qu'il estime que c'est de l'acharnement thérapeutique. Jeanne n'a plus aucune réaction et voilà, il y a très très peu de chances qu'elle se réveille un jour, et même si elle se réveille, on ne sait pas du tout dans quel état elle va se réveiller. Et donc voilà, la famille est convoquée et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. Évidemment, ce n'est pas du tout l'arrêt des machines qu'il va préconiser. C'est une autre nouvelle assez incroyable et qui va demander à tous ces membres de la famille de faire un choix. Et évidemment, ils ne seront pas du tout d'accord avec le choix qu'il faut faire et ils vont s'entre-déchirer les uns avec les autres. Alors, bonsoir Barbara. Des habitudes d'écriture, vous connaissez? Ah ben non, mais ça, j'ai déjà répondu à cette question-là. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Ah ben voilà, je suis en train de rater tous vos commentaires ici. Alors, Coralie, es-tu inspirée en ce moment ou bien le confinement te perturbe-t-il dans l'écriture de ton prochain livre? Alors, j'ai commencé un nouveau roman, voilà, sur une idée de situation qui me semble prometteuse. Alors là, je suis vraiment au tout début et comme toujours, chez moi, les débuts sont toujours très laborieux et très très lents. À savoir que ben, voilà, je suis en train de mettre en scène des personnages que je ne connais pas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je dois faire beaucoup de choix vraiment sur leur âge, sur les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, sur qui ils sont. Par exemple, voilà, un bête exemple, j'ai commencé mon roman avec un personnage de mère, puis là je me suis dit non, je ne vais pas encore écrire sur un personnage de mère, donc j'ai changé, c'est une sœur. Voilà, cette fois-ci je mets en scène une sœur. Je n'ai pas encore vraiment approfondi les relations fraternelles entre les personnages, donc je crois que je vais me laisser tenter par ça. Et voilà, j'ai pour le moment une 40aine de pages, mais c'est très, voilà, pour le moment c'est très lent. J'écris, je reste très longtemps devant mon écran et puis je réfléchis, je pense beaucoup. Après, je vais lire quelques pages d'un bouquin et puis je vais faire une balade et puis je reviens. Et donc voilà, c'est assez lent. Alors, Florbella, ah non, Maureen, bonsoir. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur littéraires ces mois-ci? Je suis en train de lire un super bouquin d'un auteur qui n'est pas récent et qui est décédé, qui s'appelle Jim Harrison. C'est Dalva de Jim Harrison, et c'est pour le moment un véritable coup de cœur. C'est une grosse brique. Je suis assez lente dans mes lectures. Et voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur. J'ai lu peu avant La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà, gros coup de cœur aussi. Voilà. Alors, aux éditions Belfond, il y a déjà eu 2 livres, Écoutez le noir et Regardez le noir. Y en aura-t-il d'autres? Oui, on est, Karine Gébel et moi, on est pour le moment sur... normalement prévu pour le 3e, qui est toucher le noir, il me semble. C'est le sens du toucher qui va être mis à l'honneur. Mais je vous avoue qu'on n'a pas encore trouvé l'idée. Donc, il faudrait d'ailleurs qu'on ne traîne pas trop, parce que je crois qu'on doit rendre le texte pour décembre-janvier. Donc, je crois qu'on a plutôt intérêt à se dépêcher et se parler pour trouver une idée. Mais oui, normalement, on fait partie du 3e recueil. Alors, Nathalie, après avoir eu un roman adapté à l'écran, avez-vous envie d'écrire pour le cinéma ou la télévision? Mais donc, comme je le disais, j'écris pour le moment, je suis sur la rédaction de l'écriture d'une série. Après, en fait, la question, c'est pas est-ce que j'ai envie d'écrire pour le cinéma ou pour la télévision. Voilà, ça dépend des projets. Le projet de la série sur laquelle je travaille pour le moment,
ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu envie d'écrire cette série, c'est-à-dire que je me suis bien entendue avec la productrice, qui m'a présenté une co-scénariste avec laquelle, voilà, ça fonctionne super bien, on fonctionne très très bien l'une avec l'autre. Moi, c'est plutôt le côté humain qui m'intéresse dans les projets, presque au départ plus que le projet en lui-même. Après, évidemment, je regarde si le projet peut m'intéresser et si je serais capable de le faire. Par exemple, ici, la série, quand on m'a proposé d'écrire cette série, moi, je me sentais totalement incapable d'écrire une série alors que je ne suis pas du tout scénariste. Moi, je suis romancière et vraiment l'exercice d'écriture de ces deux, entre un roman et une série, ça n'a absolument rien à voir. Donc, j'étais totalement incapable de faire ça toute seule. Par contre, avec Sophia, oui, voilà, parce que ça a bien matché entre nous et puis bon, voilà, l'expérience, là, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble et ça se passe très très bien. Donc c'est plutôt en fonction du projet et en fonction des personnes aussi avec lesquelles je serai associée. Alors, Nathalie, j'ai beaucoup aimé Le Bonheur sur ordonnance. Envisages-tu d'écrire à nouveau un roman? Un roman comédie, du coup, parce qu'un roman, oui, j'en écris tout le temps. C'est pas dans les projets pour le moment. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans un thriller. C'est vrai que j'ai écrit 2 comédies, donc enfin bon, c'est pas non plus des franches comédies, mais plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui des feel good, même si à l'époque c'était pas vraiment, enfin on connaissait pas encore le feel good. Disons que ça a été quand même beaucoup plus compliqué pour moi. Et puis surtout, je vais vous dire, ça ne s'est absolument pas vendu. Ça a été des catastrophes commerciales sans nom. Donc c'est vrai que du coup, ça me donne pas trop envie de recommencer, enfin de réitérer l'expérience, parce que voilà, pour le moment, là, je ne vis que de ma plume et de mes droits d'auteur. Donc si mes livres se vendent pas, ben j'ai pas de sous. Donc c'est vrai que ça me refroidit un peu cet aspect-là des choses, j'avoue. Voilà. Alors, du coup, en découvrant vos personnages, revenez-vous sur le début de l'histoire écrite au fur et à mesure de l'avancement du roman? Oui, oui, tout à fait. Évidemment, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles idées ou de nouvelles situations ou des personnages qui évoluent au fur et à mesure de la rédaction du roman. Donc forcément, ils ne sont pas. C'est impossible qu'ils soient pareils au début et à la fin. Bon, ce qui n'est pas très très grave, mais il y a aussi des contingences de logique auxquelles je dois absolument me référer et faire en sorte qu'on y croit et qu'on croit dans les situations et dans les personnages. Et c'est vrai qu'au cours de la rédaction du roman, souvent j'ai des nouvelles idées qui ne peuvent arriver d'ailleurs qu'au cours de la rédaction du roman. C'est pour ça que je ne fais jamais de plan et que j'aime bien partir à l'aventure. C'est parce que justement, ça me donne une liberté, une possibilité aussi de trouver des nouvelles idées que je n'aurais pas si je connaissais tout le roman avant de commencer à l'écrire. Et du coup, oui, en fait, je fais beaucoup d'allers-retours entre le début, le milieu et la fin au fur et à mesure de l'avancée de mon histoire. Et donc voilà, je ne perds pas de temps à faire un plan, mais après, je perds, entre guillemets, beaucoup de temps, parce que pour moi, ce n'est pas du tout une perte de temps. Mais c'est vrai que je fais beaucoup d'allers-retours. Alors, quel sera le thème principal du prochain roman? C'est peut-être un peu tôt pour en parler, Fabrice. Je crois que je ne vais rien dire pour le moment. D'abord, en fait, je vais vous dire tout simplement parce que moi-même, je ne connais pas encore le thème principal. J'ai ma situation de départ, j'ai mes personnages, enfin, en tout cas les personnages principaux, mais le thème, en fait, se dégage au fur et à mesure de la rédaction. Et là, c'est beaucoup trop tôt. Par exemple, pour Et les vivants autour, c'est vraiment au fur et à mesure de la rédaction que je me suis rendu compte que ça parlait de la condition de la femme, du corps de la femme, enfin voilà, de plein de thèmes principaux auxquels je n'avais pas vraiment forcément pensé en commençant le roman. Donc en fait, j'en sais rien. Je sais pas.
comme dirait Barbara Arbel. Alors, avez-vous été inspiré par des auteurs anglo-saxons? Si oui, lesquels? En fait, ce qui se passe, c'est que je suis inspirée par tout. Je suis inspirée par tout ce que je lis et par tout ce que je regarde. Ça fonctionne pour les bouquins, mais ça fonctionne aussi pour les films ou pour les séries. Tout simplement parce que dès qu'on me raconte une histoire, forcément, si je l'aime, si je trouve que c'est génial, ben, je vais essayer de décortiquer un peu le processus de narration, les coulisses, voir un peu la structure pour voir comment l'auteur a fait pour réussir à raconter aussi bien son histoire. Et de la même façon, quand j'aime pas, quand ça ne me plaît pas, j'essaye aussi parfois de me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi son coup? Enfin, il ou elle, hein, l'auteur en général, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi son coup? Où est-ce qu'il s'est planté? Qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et donc forcément, je m'inspire de tout. Après, c'est pas pour ça évidemment que je vais remettre la même chose. Ça n'aurait absolument aucun intérêt, mais je vais adapter à mon style, à mon univers, à ma narration, au style de récit qui sont les miens. Et voilà, je vais digérer et puis je vais remettre ça à ma sauce. Et c'est en ça que, évidemment, ça devient intéressant. Et donc voilà, anglo-saxon, je vous dis, pour le moment, je suis en train de lire Jim Harrison, donc forcément, ça m'inspire dans l'écriture et dans la rédaction du roman que je suis en train d'écrire. Comment expliquez-vous la bonne entente entre les auteurs de polar? C'est vrai qu'on s'entend bien, les auteurs de polar. On s'entend très très bien. Je crois que, alors, même si c'est moins vrai maintenant, je pense qu'il y a fort le fait que le polar, il y a quelques années, était vraiment considéré comme un sous-genre littéraire. Et que déjà, quand on commence à écrire dans ce genre-là, on le fait juste parce qu'on a envie et puis parce que ça nous plaît. Et on sait très bien qu'on ne va jamais gagner le prix Goncourt. Ça, c'est une certitude. Et donc, je pense qu'il y a tout un aspect de rivalité qui n'existe pas. Il y a le fait aussi que, alors encore une fois, c'est de moins en moins vrai, mais avant, on n'était pas trop considéré par les auteurs littéraires en règle générale, et du coup, on s'est un peu serré les coudes, je pense. Et je pense que cette simplicité, le fait qu'on n'a pas grand-chose à gagner, enfin, on a beaucoup de choses à gagner, mais en tout cas, en termes de reconnaissance, d'honneur, de prix, etc. Après, bon, il y a beaucoup de prix dans la littérature polar, mais en tout cas, voilà, les grands médias, etc. C'est vrai que c'est pas le principal. Et du coup, on fait, voilà, on se serre les coudes et c'est vrai qu'on s'entend très, très, très bien. Tes livres de chevet du moment. J'ai dit donc Jim Harrison, Dalva. Il y a le nouveau Norek là qui est sorti et que j'ai très très envie de lire parce que franchement j'adore Olivier Norek, j'adore le garçon, mais j'adore ses bouquins aussi. Karine, mon amie, évidemment, mon amie de toujours, Karine Giebel, qui vient de sortir un recueil de nouvelles qui s'appelle Chambre Noire. Et puis François-Xavier Dillard, qui vient aussi de sortir son nouveau roman, Prendre un enfant par la main, qui a été chroniqué hier par Gérard Collard. Et franchement, jetez-vous dessus parce que ce livre est absolument génial. Donc voilà, François-Xavier Dillard, Karine Giebel, Olivier Norek, Jim Harrison. Voilà, ce sont mes livres de chevet du moment. Alors, avez-vous eu votre mot à dire pour l'adaptation au cinéma de Derrière la haine? Non, je n'ai rien eu à dire, mais bon, il faut expliquer d'abord que c'était le travail de Olivier Massé de Passe. On s'est très très bien entendu.
comment ça s'est passé. En fait, je crois qu'au départ, bon, on se connaissait pas très très bien, donc c'est vrai qu'au départ, il a plutôt eu peur que je vienne mettre mon grain de sable, mon grain de sel dans l'histoire, alors que pour moi, l'important, c'était que vraiment qu'il s'approprie l'histoire et qu'il en fasse son bébé à lui. Et puis, je crois que quand il a vu que franchement, enfin, en plus, moi, j'étais sur d'autres projets et j'avais vraiment plus du tout envie de recommencer à trifouiller et dépatouiller tous ces personnages et cette histoire absolument horrible. Voilà, moi, j'avais fait mon boulot, j'avais envie de passer à autre chose. Et donc voilà, donc c'est vrai que non, je n'ai absolument rien eu à dire. Après, il m'a envoyé le scénario, j'ai été sur le tournage. Voilà, on est resté en contact pendant tout le processus, l'écriture de scénario, le tournage, et puis la sortie du film. On s'entend très très bien. Mais non, voilà, je n'ai pas eu grand-chose à dire sur. Mais de toute façon, il n'avait pas besoin de moi, il a fait un chef-d'œuvre, donc c'est pas grave. Alors, énorme coup de cœur pour Derrière la haine, jamais inégalé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Ophélie, ça me fait très plaisir. Donc, je vais essayer pour le prochain roman d'égaler Derrière la haine. Êtes-vous traduite? Si oui, dans quelle langue? Ouais, je suis traduite en pas mal de langues. Alors, pour le moment, il y a en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en roumain, en tchèque, en grec. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, pas encore en anglais, mais c'est vrai que voilà, on espère que les traductions anglaises vont voilà, normalement ça devrait bientôt pouvoir se faire. Oui, et je sais pas aussi est traduit dans pas mal de langues. Je crois que c'est actuellement, je sais pas, je pense que c'est le livre le plus traduit de tous mes romans. Alors, vous arrive-t-il de travailler sur plus d'un livre à la fois? Non, ça c'est absolument pas. Je crois que j'en serais absolument incapable parce qu'un livre me demande déjà tellement d'investissement. En fait, surtout dans la tête, c'est plus ça. Quand je travaille sur un livre, en fait, j'y pense tout le temps. Alors, par contre, ce que j'ai fait et ce que je suis encore en train de faire pour le moment, c'est écrire un livre en même temps que la série. Alors, et les vivants autour, c'est vrai que je l'ai écrit pendant que j'étais sur la série. Alors, c'est vrai qu'avec ma co-scénariste, on s'est arrangé et pendant que j'écrivais les vivants autour, elle était plus sur l'écriture de la série et moi, j'étais plus dans les réunions de brainstorming, comme on appelle, c'est-à-dire voilà, raconter un peu tout ce qui va se passer, etc., jeter des idées, faire en sorte que le scénario se construise au fur et à mesure de nos rencontres. Et donc pendant ce temps-là, je pouvais écrire mon roman. Et là, pour le moment, c'est vrai que voilà, j'ai commencé donc la rédaction d'un nouveau roman. Et je suis toujours sur l'écriture de la série, mais voilà, pour la série, c'est pratiquement la fin. Et en tout cas, au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, on a tout. On est vraiment en train de chipoter, enfin de travailler les détails. Et voilà, un travail que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais donc, c'est beaucoup plus léger en termes d'imagination et de création d'idées, de construction de personnages et de structure narrative. C'est beaucoup moins lourd. Et donc là, je suis plutôt sur la construction de mon roman. Alors, comment choisissez-vous les noms des personnages dans vos livres? Alors ça, c'est assez drôle parce que, évidemment, plus j'écris de livres, plus je dois trouver des nouveaux prénoms parce que je ne peux pas évidemment prendre des prénoms pour des personnages qui ont déjà existé dans d'autres livres. Donc, sinon, on va croire qu'il s'agit de ces personnages-là. Donc en fait, ça devient de plus en plus compliqué aussi parce que je fais toujours en sorte de ne pas choisir le prénom de quelqu'un que je connais parce que sinon la personne va croire que j'essaye que je l'utilise ou que j'essaye de lui faire passer un message qui n'est pas du tout le cas. Et donc je vais sur internet et puis je regarde la liste des prénoms, donc 100, 200, 300 prénoms. Après, c'est vrai qu'en fonction de l'âge et du tempérament du personnage, je dois aussi faire des choix. Par exemple, un bête exemple concret,
Là, je suis en train de mettre en scène 2 sœurs pour mon prochain roman. Il y en a une qui s'appelle Garance et l'autre qui s'appelle Fanny. Et en fait, à un moment donné, ça n'allait pas du tout parce que pour moi, Fanny correspondait à une femme plus jeune, plus fragile, je ne sais pas pourquoi. Et Garance, quelqu'un de plus affirmé. Et donc, en fait, j'ai fait le contraire. En fait, j'ai trouvé que je me trompais, que Garance devait s'appeler Fanny et que Fanny devait s'appeler Garance. Après, c'est assez important. Et j'ai remarqué aussi que parfois, je suis en train d'écrire et ça vient bien donc, au début, donc quand je suis en train de commencer un roman. Et tout d'un coup, il y a un nouveau personnage qui intervient et je dois lui trouver un nom. Et donc, j'ai pas envie de m'arrêter, donc je balance un nom comme ça un peu, voilà, le premier qui me vient. Et je dois faire très attention parce qu'au bout de quelques pages, si le nom reste, ce sera très très compliqué pour moi de le changer. Voilà, pour moi, ce personnage s'appelle comme ça. C'est pour ça que Garance et Fanny, j'ai assez vite changé. Après, c'est vrai qu'il y a des consonances qui résonnent de différentes façons et dont je dois tenir compte pour baptiser mes personnages. Alors, Ophé me dit, moi j'ai commencé par Je sais pas et j'ai enchaîné par Derrière la haine et tous les autres, Je t'aime et le tout dernier m'a profondément marqué. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir quand vous dites des gentilles choses sur vos livres. Donc, n'hésitez jamais à dire à un auteur tout le bien que vous pensez de son travail. Je vous le dis parce que souvent, il y a des lecteurs qui viennent me trouver en salon et puis qui me disent « Ouais, je n'osais pas vous le dire, mais j'adore vos livres. » Bah, franchement, ne vous privez jamais de faire un compliment à un auteur parce qu'un auteur, passe beaucoup de temps tout seul devant ses mots, devant son texte, sans trop savoir si ça fonctionne. Et en fait, c'est la seule récompense, le retour tout à fait désintéressé qu'on a, nous, auteurs, parce que après, quand on fait lire aux membres de sa famille, c'est pas toujours subjectif. À notre éditeur aussi. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc voilà. Donc c'est toujours ça fait vraiment beaucoup de bien quand des lecteurs viennent nous dire merci. Donc Delphine dit j'adore tous vos livres. Viennent nous dire à quel point ils aiment ce qu'on fait. D'où tirez-vous vos histoires vécues, imagination pure? Alors ça dépend en fait. Le gros de mes livres, ça part souvent de petites anecdotes que je vis moi dans ma vie de tous les jours, mais qui sont totalement sans conséquence, c'est pas grave du tout. Mais c'est vrai que j'ai souvent quelque chose qui se met en route dans ma tête en me disant oula, et si le pire était arrivé, et souvent je me dis ah ouais, ça ferait un super roman. Et donc voilà. Donc juste en gros résumé pour Derrière la haine, c'est mon fils. À l'époque, il était petit, il avait 5 ans, il était très ami avec le fils des voisins. Et un jour, j'ai vu le fils des voisins penché à la fenêtre de sa chambre qui était au premier étage. Et donc voilà, j'ai eu très peur. Je lui ai dit de rentrer dans sa chambre, mais comme il m'entendait pas, il s'est penché un peu plus fort. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à sa mère pour lui dire que son fils était penché à la fenêtre ouverte et que c'était assez dangereux. Et voilà, elle est juste montée, elle a fermé la fenêtre et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Mais du coup, je me dis, tiens, et si Elliot, puisqu'il s'appelait Elliot, et si Elliot était tombé, et s'il s'était passé un drame, que serait-il arrivé? Et donc voilà, et ça a démarré comme ça. Après, voilà, pour le dernier roman et les vivants autour, là, je parle d'un fait divers réel. Donc, mais c'est vrai qu'en général, c'est souvent des choses que je vis et voilà, qui provoquent en moi des situations où je me dis ah tiens, ça pourrait être intéressant. Vos livres vont-ils être ou sont-ils traduits en néerlandais? Ils ne sont pas traduits en néerlandais pour le moment. Après, il y a quelques mois, pendant le premier confinement, il y avait c'est pas un éditeur, une connaissance néerlandophone qui m'a dit qu'il allait s'occuper et faire en sorte que mes livres soient traduits en néerlandais, mais j'ai plus de nouvelles. Donc, à mon avis, le projet est tombé à l'eau. Alors, à quand la prochaine sortie? Oula, alors juste pour vous expliquer, je suis au chapitre 4
Donc, non, la prochaine sortie, normalement, est prévue pour octobre-novembre 2021. Voilà, en espérant que je tienne les délais. Envisagez-vous d'écrire une fois un livre pour enfants ou ados? Non, c'est pas trop dans mes projets. C'est pas... non, non, j'envisage pas. Après, ado, je sais que, enfin, je le sais et j'en suis sûre, beaucoup de mes livres sont lus en 5e et 6e secondaire, ici en Belgique. Je fais beaucoup d'interventions dans les classes de lycéens. Donc voilà, ce sont des grands ados, mais ce sont des ados quand même. Et apparemment, ça a l'air de pas mal leur plaire. Donc voilà, donc mes livres sont aussi pour grands ados. Alors, merci pour Et les vivants autour. J'ai adoré et dévoré. Merci beaucoup, Jessica. Alors, c'est drôle parce que bon, voilà, comme je viens de le dire, c'est toujours très agréable de recevoir des compliments, mais après, ça met une pression de dingue pour le suivant. Donc, celui que je suis en train de faire pour le moment, comme voilà, je suis au tout début, je ne sais pas trop où je vais, je suis en train de me dire, bon, j'espère que je ne suis pas en train de me planter. Mais bon, voilà, je crois que le stress et la tension, ça fait partie aussi du job. Et puis bon, voilà, c'est bien aussi pour y aller et essayer de faire en sorte de ne pas vous décevoir. Enfin, déjà de ne pas me décevoir moi et puis de ne pas vous décevoir. Alors, Nathalie, tu m'avais dit un jour partir de faits vécus qui t'interpellent. Je pense notamment à ta sortie rapide à l'épicerie du coin. Ça doit être difficile de trouver un sujet durant le confinement. Oui, ben oui, c'est ça. C'est exactement ce que je disais au tout début du live. C'est que l'écriture, c'est pas un acte isolé. C'est quelque chose qui doit être nourri par des émotions, par ce qu'on vit au jour le jour. Et donc, le fait de plus vivre grand-chose et plus voir beaucoup de monde, ça fait que tout ça ramollit beaucoup. Et donc ouais, c'est pas évident. Et voilà, et ça me fait un peu rire parce que quand j'avais une vie, enfin voilà, quand la situation est normale entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut courir dans tous les sens, il y a plein de rendez-vous, il faut voir plein de monde, etc. Et que je n'ai que 2-3 heures pour écrire, je suis toujours en train de me dire je voudrais tellement avoir 3 mois devant moi où je ne fais que ça. Ben voilà, je les ai 3 mois devant moi où je ne fais que ça, et en fait non, c'est pas chouette. Donc voilà, je ne râlerai plus jamais, même quand mon emploi du temps sera surchargé. Florence me demande combien de temps mettez-vous pour écrire un livre. Je mets 1 an, plus ou moins, mais vraiment 1 an. Je vais même englober la période de quelques semaines pendant laquelle je cherche un sujet et je cherche une façon de traiter ce sujet, parce qu'une fois que j'ai l'idée, c'est pas pour ça que je me mets tout de suite à écrire. Je dois vraiment commencer à rêver, à réfléchir et à imaginer tous les différents angles d'attaque qui se présentent à moi. Et puis, pendant 1 an, c'est pas une année d'écriture. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a la recherche de documentation. Par exemple, pour Et les vivants autour, j'ai dû beaucoup me documenter sur le coma, ce que ça impliquait, comment ça se passe quand on est dans le coma, comment ça se passe quand on a une personne proche qui est dans le coma. J'ai rencontré un monsieur qui avait été dans le coma pendant 3 semaines et j'ai eu la grande chance de pouvoir interroger sa famille, sa mère, sa compagne, son frère, etc. Donc tout ça prend beaucoup de temps et pratiquement pour chacun de mes personnages, ça me demande quand même pas mal de recherche, parce que voilà, à moins d'écrire les aventures d'une auteure de 50 ans qui vit à Bruxelles et qui écrit du polar psychologique, du thriller psychologique, voilà, je dois chaque fois que je mets en scène un personnage qui n'est pas moi, je dois me renseigner. Bêtement, par exemple, dans le thème, il y a un des personnages qui est chirurgien, voilà, j'ai dû me renseigner pour pouvoir décrire lui dans son contexte. Voilà, je dois me renseigner pour tout, donc il y a aussi ça. Et puis, il y a des jours où j'écris pas, mais où je réfléchis justement à l'évolution de mon histoire. Et donc,
parce qu'il y a des fois où je suis coincée, je ne sais pas comment, dans quelle direction aller, et donc je dois faire réfléchir, penser, rêver, et voilà, tout ça, ça prend du temps aussi. Donc c'est une année, mais une année pendant laquelle il se passe beaucoup de choses. Fais-tu des fiches sur tes personnages? J'imagine une box à personnages au fil des romans. Non, je fais pas de fiches. Enfin, oui et non. En fait, j'ai sur mon ordinateur, j'ai une application, enfin un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un truc de notes qui est assez bien foutu parce qu'on peut compartimenter les notes, etc. Et donc oui, je fais des fiches, mais après, c'est drôle parce qu'une fois que c'est noté sur une fiche, en fait, je vais rarement relire. Mais je crois que le fait de le faire, c'est comme si je l'imprégnais dans mon cerveau et comme si je faisais en sorte que voilà, c'était intégré et acquis. Mais après, je me fais encore assez confiance. Ma mémoire et mon imagination fonctionnent encore plutôt bien pour le moment. Quand on vous entend dire que l'écriture peut être laborieuse, c'est dingue parce qu'à vous lire, c'est si fluide. Chapeau, je peux vous dire que c'est un boulot de dingue. Les premiers jets sont en général pas très bons, plutôt poussifs, pas très bien écrits, etc. Et que c'est vraiment... Alors, il y a déjà tout mon travail de rédaction où voilà, j'écris, et puis je retravaille, je relis, je retravaille. Alors, le nec plus ultra, c'est quand je peux me permettre de laisser passer 15 jours pendant lesquels je n'ouvre plus du tout mon document et pouvoir relire, etc. Donc ça, c'est une chose. C'est déjà tout un énorme travail d'écriture, de réécriture, mais des dizaines de fois. Et puis après, il y a tout le travail éditorial qui est aussi énorme, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe derrière moi qui lit le roman et qui le retravaille, mon éditrice d'abord, et puis une armada de correcteurs et de correctrices qui... évidemment, qui vont corriger les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe et de grammaire, etc. Et puis aussi qui améliore aussi le texte. Alors, bon, c'est pas évidemment le gros du boulot, mais à chaque fois, ils font des propositions qui, en général, sont quand même plutôt... qui font du bien au roman et que, après, c'est moi, je décide si j'accepte ou pas, mais en général, voilà, c'est des gens qui connaissent leur boulot et qui le font bien. Et donc, non, c'est un énorme boulot, en fait. Trouvez-vous votre titre? Où est-ce votre éditeur? Alors, c'est mon éditeur. Moi, je suis hyper mauvaise en titre. Alors, pour les illustrations de couverture, c'est un graphiste qui travaille là-dessus, qui fait des propositions. En fait, tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que mon éditrice me propose des titres. Bon, j'ai quelques camarades d'écriture qui me proposent aussi pas mal de titres, dont Karine Gébel et François-Xavier Dillard. Et Hubert Antoine aussi, qui est un fan de titres et qui m'aide pour le moment à trouver des titres. Et donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis à un moment donné, il y a un titre que j'aime bien, qui sonne bien, qui représente bien. Alors oui, c'est ça aussi, c'est qu'il faut trouver un titre qui soit joli à l'oreille, qui soit court, qui soit efficace, et puis qui représente aussi le style d'histoire que je raconte. Je ne vais pas donner un titre de comédie à un thriller psychologique. C'est la vitrine, enfin, c'est la première présentation du roman au lecteur, donc c'est important. Et pareil pour l'illustration de couverture, on fait des propositions et puis en général, voilà, il y en a toujours une qui me plaît, qui plaît à mon éditrice et qui plaît à l'ensemble de l'équipe de la maison d'édition. Et voilà, et c'est comme ça qu'on choisit les couvertures et les titres. Alors, quel a été votre parcours avant votre premier roman? J'ai beaucoup galéré, moi. En plus, moi, je voulais devenir comédienne, donc je me destinais pas du tout à être écrivain. Moi, je voulais faire du théâtre et du cinéma, et donc, quand j'étais ado, j'ai suivi des cours de théâtre, puis je suis partie vivre à Paris pendant 2 ans, j'ai suivi des
cours aussi à Paris, j'ai fait du théâtre de rue. Puis je suis rentrée à Bruxelles et j'ai écrit une pièce de théâtre avec mon compagnon à cette époque-là. Et on l'a écrite ensemble, on l'a montée. Je l'ai interprétée avec une comédienne belge qui s'appelle Daniela Visconti. Voilà, ça a été toute une aventure. Puis et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est en écrivant cette pièce de théâtre que je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire. Et donc après, par la suite, j'ai continué à passer des castings et essayer de percer dans le théâtre. Mais en même temps, j'ai commencé à écrire. Et en fait, c'est un metteur en scène, un éditeur qui s'est intéressé à moi avant un metteur en scène, justement, qui a publié mon premier roman et puis qui m'a demandé un second roman. Donc j'ai écrit un second roman, puis un troisième. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais devenue romancière et plus du tout comédienne comme j'avais l'intention de le faire quand j'étais adolescente. Alors, Barbara, fidèle à elle-même, chaleureuse dans le partage qui se livre, une belle et chouette personne. Ben, merci beaucoup, Dominique, ça me fait super plaisir. C'est super gentil. Alors, vous avez écrit des nouvelles à deux mains avec Karine Giebel. Pourquoi ne pas écrire un roman à deux où chacune une histoire partant du même thème, comme l'ont fait Amélie Antoine et Solène Bakowski avec Elle et Sans Elle? Oui, j'ai lu en plus ces deux romans de ces deux super auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Alors, écrire un roman à deux, je crois que Karine et moi, on est bien d'accord qu'on n'a pas envie, ni l'une ni l'autre. Une nouvelle, c'est chouette parce que c'est court et c'est de l'investissement, mais c'est assez court dans le temps, donc ça ok. Mais un roman, en plus, Karine, elle a son univers, moi j'ai le mien. Même si on fait toutes les deux du thriller psychologique, je crois qu'on a vraiment besoin, voilà, et puis moi j'ai besoin d'être seule je ne me vois pas trop écrire avec quelqu'un d'autre. Et encore moins avec quelqu'un comme Karine qui a un univers si marqué et qui est très forte dans ce qu'elle fait. Et je pense qu'en fait, ça ne plairait ni à l'une ni à l'autre. Déjà, l'exercice, même si je dis encore une fois la nouvelle, au niveau des nouvelles, c'est très chouette. Et je pense même pas que ça plairait à nos lecteurs respectifs, dont beaucoup sont communs. Mais je pense pas que ce serait une aventure. Je pense pas qu'on plairait. J'ai pas l'impression. Donc, et un bouquin à deux mains, enfin comme Sans Elle et Avec Elle, oui, éventuellement. Mais est-ce que ça ferait pas en fait plus exercice de style? Je sais pas. Moi, je dirais non. Alors, je propose que ce soit la dernière question, donc de Nathalie. As-tu des bêta-lecteurs ou est-ce ta maison d'édition qui se charge de la relecture? C'est ma maison d'édition qui se charge de la relecture et qui se charge de tout le travail éditorial. Non, j'ai pas de bêta-lecteur. En général aussi parce que je suis toujours à la bourre et je suis toujours en retard dans la remise de mes textes et que je n'ai plus le temps d'avoir des bêta-lecteurs. Et à mon avis, ça va être la même chose pour celui-ci parce qu'on est déjà au mois de novembre et que je suis censée le remettre en avril-mai et que donc je suis vraiment pas du tout en avance. Et donc ça, c'est vraiment la raison principale, c'est que j'ai pas le temps d'attendre les retours d'un bêta-lecteur et que voilà. Après Iris Noire, quel est votre festival préféré? Bon, ça, c'est vraiment la dernière question. Garçon, c'est la dernière question, d'accord. Moi, en fait, j'adore les petits salons. Les salons où, voilà, avec une organisation un peu comme Iris Noire, où c'est du fait maison, du bricolage, où c'est vraiment les organisateurs qui mettent tout leur temps, leur cœur, leur énergie, etc. J'aime bien les petits salons aussi parce que c'est vraiment l'occasion où on peut retrouver les autres auteurs, les potes, et puis se retrouver ensemble le soir au resto, normalement quand les restos sont ouverts.
Alors, c'est vrai que les gros salons, on en a besoin parce que c'est là qu'on vend beaucoup de livres. Donc, je vais pas cracher dans la soupe. Et c'est vrai que voilà, j'adore, parmi les gros salons, j'adore qu'il y ait du polar, par exemple, ou la Foire du livre de Bruxelles. Le salon de Paris, j'aime un peu moins parce qu'il est vraiment trop gros. Mais c'est vrai que par exemple à Quai du Polar, on reste avec les auteurs de sa propre maison d'édition, enfin Brive-la-Gaillarde aussi. D'ailleurs, c'était ce week-end Brive-la-Gaillarde, donc j'aurais dû normalement être ce week-end à Brive. Et voilà, c'est un salon que j'adore aussi parce qu'il se passe plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a moins l'occasion de rencontrer les auteurs des autres maisons d'édition et c'est pour ça que j'aime les petits salons. C'est parce que là, le soir, le vendredi soir, le samedi soir, on se retrouve en général tous autour d'une table et on a vraiment le temps d'échanger. Et les petits salons aussi, parce qu'on a vraiment le temps d'échanger avec les lecteurs. C'est-à-dire que des salons comme Brive, comme Quai du Polar, comme la Foire du livre de Bruxelles, j'ai une file de je ne sais pas combien de dizaines de personnes devant moi. Et donc, j'ai pas le temps d'échanger vraiment voilà, des commentaires, enfin, d'avoir un vrai échange avec le lecteur. Et donc voilà, j'en ai besoin. Donc, encore une fois, je crache pas du tout dans la soupe, mais c'est vrai que les petits salons, c'est quand même plus sympa. Voilà. Je vous remercie. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup au rendez-vous. Ça m'a fait super plaisir. Le temps a passé à une vitesse incroyable et voilà. Et donc longue vie à Iris Noir, Marc-Olivier Rinchard, Salvatore Mini, Jean-Pierre Vernat. Ne lâchez rien. J'espère que voilà, que Iris Noir pourra avoir lieu courant de l'année et si pas, l'année prochaine. Mais surtout ne lâchez pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les petits salons que je préfère. Et donc voilà. Je vous embrasse tous. Je ne sais pas ce que je dois faire, Marco, si vous reprenez la parole ou pas. En tout cas, voilà. Gros bisous à tous, virtuels, de loin, sans les postillons, et prenez soin de vous et tenez le coup. Et j'espère qu'on va très vite se revoir dans la vraie vie, plutôt que par écran interposé. Voilà, à bientôt.